J'ai longtemps cru que nous étions tous... J'ai eu du mal à croire que nous étions tous le fruit d'une histoire culturelle. Mais en fait, je suis née féministe. Ma mère est une artiste. Et croyez-moi, dans les années 70, ce n'était pas rien. Et lorsqu'elle m'a amenée aux Beaux-Arts avec elle, j'observais ces hommes, ces plâtres, ces marbres. Et puis j'ai tout de suite remarqué que la seule qui était toute nue au milieu de tout le monde, c'était le modèle, et c'était une femme. Ma mère allait travailler en jupe, même l'hiver, parce que dans son entreprise, on n'avait pas le droit de mettre de pantalon. Il paraît que c'est Yves Saint-Laurent qui a amené ça pour les femmes, alors on peut le remercier. Ma mère, comme toutes les femmes de l'époque, n'avait pas de chéquier, et d'ailleurs, pour acheter des objets importants, elle demandait l'avis de mon père. D'ailleurs, c'est mon père qui achetait la chaîne hi-fi, la voiture, le lave-linge. Et je voudrais quand même signaler qu'il a été formidable parce qu'il a très vite équipé la cuisine d'un lave-linge et d'un lave-vaisselle avant même que ça soit la mode. J'aimais beaucoup ma grand-mère, mes grands-mères, et je discutais beaucoup avec elle parce qu'en fait, toute petite, je voulais déjà être grande. Ma grand-mère m'a raconté la faiseuse d'ange qui a fait sauter son premier bébé dans des douleurs effroyables. Ça, c'était une confession qui m'a beaucoup marquée, je devais avoir 15 ans. Et puis ensuite, elle m'a expliqué combien il avait été difficile d'élever ses 4 enfants seuls, puisque son grand amour, son mari, était mort pendant la guerre. Mon père avait vite compris quel enjeu c'était d'avoir une fille. Et très vite, il m'a dit: ma fille, l'homme peut être prisonnier, mais non esclave. Tu dois être indépendante, quel qu'en soit le prix. Quelle pression! Donc, évidemment, pour me plonger dans la vie des autres, j'ai commencé à lire les auteurs. Fitzgerald, Vian, Céline, Mauriac, La Belle du Seigneur, de Cohen. Et j'ai plongé. Bon, je faisais mes études, comme tout le monde, sans savoir trop où j'allais. Parce que moi, en fait, depuis mes 15 ans, ce que je voulais, c'était être écrivain. Mais alors, écrivain, j'avais aucune chance, parce que écrivain, quand je me comparais à tous ces gens qui écrivaient dans la Pléiade, je me disais non, 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 non. Je doutais de tout. Évidemment, je doutais de moi, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris un sentiment que connaissent beaucoup de femmes, qui s'appelle le sentiment d'imposture. Vous savez, cette espèce de sentiment qui fait que, quoi que l'on fasse et quel que soit notre effort, on pense toujours qu'on ne sera jamais à la hauteur. Vous partagez ? Heureusement, je suis curieuse. Et alors, mon passeport pour la liberté, ça a été de rentrer dans cette belle compagnie qui s'appelle Air France. Au bout de quelques semaines de training et de quelques années d'études, donc, je suis devenue ce que l'on appelle personnel, navigant, commercial, et que beaucoup appellent hôtesse de l'air avec un espèce de sourire qu'on ne comprend pas très bien. Moi, j'avais 21 ans, et à chaque fois que j'arrivais en escale, je prenais mon sac à dos et j'allais découvrir les autres. Bon, à l'époque, on restait longtemps avec le sac à dos, c'est fini. J'ai vu à Delhi, je crois, cette femme indienne avec un bébé mort en train de me tendre la main pour quelques roupies. J'ai vu des femmes en Afrique, des bébés sur le dos, en train de piler le grain avec cet air las en plein soleil de celles qui n'arrêtent jamais de travailler. J'ai vu cette vieille femme en Chine aux pieds bandés traverser la rue avec une chaise. J'ai vu à Patpong, à Bangkok, des jeunes filles de 13 ans monter sur les bars, faisant des gestes sexuels et violents devant des hommes qui les reluquaient affalés. J'ai été obligée, et j'étais jeune, donc je l'ai très mal pris, de porter l'abaya. L'abaya, vous savez, c'est ce long voile noir, parce que j'avais décidé de sortir en ville. Je ne sais pas si c'était à Jeddah ou à Riyad, je ne m'en souviens plus. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que quand je suis arrivée en ville, les boutiques étaient interdites aux femmes.
Alors, je me suis effondrée sur le trottoir en attendant que la très belle limousine de l'hôtel vienne me chercher. J'ai longtemps discuté avec la première femme ministre des droits de la femme de Carlos Menem en Argentine. J'ai vu des femmes nues se trémousser sur des comptoirs pour quelques dollars qu'on mettait dans leur slip, et ça c'était dans les Bush, ça s'appelle à Anchorage en Alaska. J'ai vu des femmes partir au petit matin des hôtels à Nairobi après une nuit de labeur. En fait, j'ai vu des mères courage, j'ai vu des femmes écrasées, j'ai vu des filles esclaves. Forcément, en rentrant dans mon pays, j'avais un autre regard sur la vie. Étonnamment, j'ai arrêté de lire tous ces auteurs formidables qui parlaient des filles et j'ai commencé à lire les écrivaines. Simone, Marguerite, les trois Françoises, je les ai trouvées formidables. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire Virginia Woolf, Sagan, Duras, je me suis dit, mais cette énergie-là qui est dans leur écriture, cette fragilité, je me sens bien avec tout ça et je les ai profondément admirées. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'après j'ai commencé à lire celles que j'appelle les grandes. Veil, Badinter, Giroud, ces femmes engagées qui descendaient dans la rue pour défendre nos combats, notre dignité. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai compris, en fait, je suis féministe. Je suis féministe et je représente une minorité qui constitue la moitié de la planète. Alors, comment passer à l'action ? C'était ça la chose compliquée. J'étais jeune et je me suis dit, en fait, mon talent à moi, c'est l'influence. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Mais bien avant de rentrer dans la communication, je me suis dit que mon engagement serait d'aider les femmes à arriver à leur objectif, de les aider à partager, de les aider à avoir confiance. Et ça, c'est un mot important que je revendique, même si bien souvent, comme dit Nathalie Loiseau, la patronne de l'ENA, je fais ma fille, celle qui n'ose pas, celle qui n'y va pas, celle qui ne prend pas un poste parce qu'elle se dit mes enfants, tout ça. Voilà, je m'ai fait ma fille. Alors, j'ai commencé par des petites choses, des cercles de lecture avec des femmes où on partageait autour des mêmes lectures. Et puis, j'ai organisé des dîners d'appartement. Alors là, j'invitais des femmes du numérique, des femmes de la culture, des femmes du vin, et on se mettait à faire un regard croisé. On n'avait pas les mêmes avis, on n'avait pas la même vision sur les choses, et c'est ce qui était intéressant. Puis, j'ai animé des conférences où je mettais en avant des femmes pour faire parler d'elles. Et je me suis dit, en fait, tout ça, ça n'intéresse absolument pas les médias. Eh bien, je sais ce que je vais faire, je vais créer le mien. Soyons modestes, j'ai créé un blog. D'ailleurs, il doit déranger parfois parce qu'il a été hacké 2 fois. Donc ce blog s'appelle Allez Bordelaise et je mets en avant des femmes qui sont toutes brillantes, toutes modestes et qui ont entre 21 ans et 101 ans pour la dernière. Ensuite, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment que ça bouge ? Et je me suis dit, pour que ça bouge, c'est la politique. Parce qu'avec la politique, il y a des lois, il y a des subventions, on peut faire avancer les choses. La politique, ce sont des femmes qui s'engagent, qui se font élire. Et pour se faire élire, croyez-moi, c'est pas facile. Mais ces femmes, après, elles adoptent des lois pour l'avortement, pour le remboursement de la pilule, pour les femmes qui sont en situation de précarité, pour la parité, pour faire entrer des femmes dans les conseils d'administration. La politique, j'en ai fait avec mon patron. Il s'appelle Alain Juppé. Bon, là, je ne fais pas sa campagne, hein, on est d'accord. Je vous explique juste ce qu'on fait ensemble. Et lui, il nous a dit qu'il voulait un Bordeaux au féminin. Alors, nous avons créé des grandes manifestations. Sociétale Parole aux femmes, qui se déroulera dans quelques jours. Eh bien, l'année dernière, nous étions 2300 femmes. Femmes et numérique, nous étions 600 femmes. Le salon de la mixité, nous étions 800 femmes. Et bientôt, il y aura femmes et diaspora africaine et nous accueillons cet magnifique événement qui s'appelle Elle Active. Donc, tout ça fait avancer le chemin
des femmes en général et évidemment m'a fait avancer moi. Je me suis dit, mais c'est à quel moment que tu vas enfin réaliser ce qui t'anime depuis tes 15 ans ? Et je crois que c'est à l'occasion d'un bébé-fille qui poussait dans mon ventre, qui m'a obligée à rester au lit, que j'ai posé un ordinateur sur mes genoux en me disant « Bon, maintenant tu vas y aller ». Et comme dit Thomas Jefferson, je crois en la chance et plus je travaille, plus j'en ai. J'ai donc écrit 2 romans, La carapace de la tortue et Spleen Machine. Et évidemment, ces romans racontent le destin des femmes et leur difficile accession au bonheur. Les livres, c'est universel. Avec les livres, on fait le tour du monde. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, j'étais marraine d'un salon au Cameroun, d'un salon du livre, et je suis partie dans la brousse au-delà de Douala avec des lycéens pour échanger avec eux autour de l'écriture. Dans quelques semaines, mon livre, La carapace de la tortue, sortira chez Folio. C'est une immense fierté, j'en ai pas souvent, mais là, je la ressens vraiment. Si j'ai pu faire tout ça, c'est parce que des éditrices, et certaines sont dans la salle, ont cru en moi. Elles m'ont fait confiance. Et cette confiance m'a fait réaliser que ce qui était important pour moi, c'était d'être à la fois une féministe, mais aussi un passeur. Et puis depuis que j'écoute les talkeuses, depuis tout à l'heure, j'ai envie de rajouter un passeur bienveillant. Voilà. Donc, moi, Marie-Laure, je suis féministe, passeur bienveillant. C'est un titre comme un autre. Si je suis arrivée à ça, c'est parce que des hommes m'ont fait confiance. Des hommes m'ont confié des postes où j'étais, à chaque fois, la première femme. Ils m'ont poussée, ils m'ont dit d'y aller, ils m'ont fait confiance, et je crois que je ne les ai pas déçus. Alors, je vais vous proposer un challenge. La prochaine fois que vous verrez une femme qui arrive au dernier barreau d'une échelle, ne poussez pas l'échelle, laissez-la passer.